bouger, c'est un principe de guérison indispensable. Dès que ça va un peu mieux, tu vois que tu peux soulever, hop, tu y retournes. Et c'est là où généralement la blessure elle te rattrape en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training. L'émission qui aborde toutes les questions liées à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor ou Athlétique Intuition sur les réseaux et aujourd'hui je suis accompagnée de mes deux associés, Thomas alias Wild South Trainer et Nicolas ou Tarzan from the Town pour les intimes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Salut les garçons. Salut Hello. Salut Elé. Bon, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Hein. Moi ça va très bien. T'as une sale gueule, Tom. Ouais, bah écoute, j'ai pas fait exprès, hein, mais je pense que je suis dans le thème du podcast du jour. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va en reparler au fur et à mesure, mais effectivement, actuellement, je fais face à une petite blessure et du coup, bah, je suis dans les premiers jours de cette blessure, donc toujours un petit peu le moral pas au beau fixe, mais ça fait 2 jours là maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis reboosté pour pouvoir justement gérer ça comme il le faut. Oui, il a une sale gueule, oui. Bon, vous l'aurez compris, le thème du jour, c'est comment gérer les blessures. Je pense que ma première question, c'est faut-il s'arrêter complètement de s'entraîner quand on est blessé ? Je pense que ce serait une grosse erreur. Ce serait une grosse erreur de s'arrêter complètement parce qu'il est important de rester en mouvement justement quand on a une douleur. Alors, pas avec la même intensité que nos entraînements habituels évidemment, mais revoir un petit peu ce qui n'allait pas. Ça permet aussi de faire un petit feedback un petit peu de ces entraînements et de se rendre compte des bonnes choses et des mauvaises choses qu'on a fait pendant l'entraînement. Donc peut-être revoir sa façon de s'entraîner et garder, si tu veux, une activation, que ce soit musculaire, vascularisation au niveau du membre qui est touché, pour garder cette, je dirais pas garder cette sensation de douleur, mais savoir si elle est toujours existante. On en parlait en plus tout à l'heure. Garder un contact avec cette douleur pour se rendre compte s'il y a de l'amélioration. Ok, parce que souvent les médecins te conseillent de Ouais. t'arrêter totalement. Enfin, Ouais, complètement. Sauf quand tu vas avoir des médecins ultra spécifiques du sport où les premières réactions c'est limite Arrêtez tout. Arrêtez tout et ouais. Quelle idée aussi de faire ce sport-là, aller plus doucement sur l'intensité ou Je suis tout à choses fait comme d'accord. Évidemment, ça dépend du degré de la blessure. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, tu te pètes le bras, t'es dans le plat, tu vas pas t'amuser à bouger ton bras. Là c'est pas intuitif du tout. Mais par contre, tout ce qui est tendinite, je parle de la tendinite parce que c'est ce qui vient chez la plupart des gens. C'est très courant, ouais. Il faut pas immobiliser son bras, il faut essayer de garder justement un mouvement, le retravailler en douceur, vraiment avec une intensité revue à la baisse, mais pour garder ce contact. Okay. Enfin, moi je trouve que c'est hyper important. Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà, là, traitons le sujet de la zone blessée. Ouais. Du coup, garder cette zone mobilisée malgré la blessure. Bien sûr. Du coup, en fait, il faut savoir alors de quelle façon ? Il faut savoir que le principe du mouvement va participer à plusieurs choses, c'est-à-dire va participer à un phénomène de vascularisation, va permettre aussi d'amener aussi le sang, donc ce phénomène de vascularisation au niveau de la blessure, et donc du coup va activer de manière un peu plus importante la récupération et la cicatrisation. Après, il faut aussi comprendre pourquoi la plupart des médecins nous disent d'arrêter complètement ou de stopper complètement. C'est par peur, en fait. C'est-à-dire que souvent, selon les spécialistes que vous allez voir ou selon les personnes avec lesquelles vous allez avoir votre premier diagnostic, il est plus simple de dire « ne faites rien » que de dire ou donner des petites indications, ne sachant pas exactement quelle est la blessure et comment, et que au bout de quelques jours, la personne revienne et dire « Ah, c'est pire, monsieur, docteur, ça s'est empiré et tout ». La responsabilité. Et exactement, c'est uniquement un phénomène de responsabilité. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'à très haut niveau, peu importe les blessures que les gens ont, même au stade de la chirurgie en post-opératoire, les athlètes sont mis en mouvement directement. Ça, il faut le savoir. Ce qui participe nettement à leur processus de récupération. Mais il y a tout un staff autour.
Qui est beaucoup plus rapide, on le voit en plus. Largement plus rapide Enfin, pour de haut niveau, certaines, pour des blessures qui mettent chez des sédentaires ou même, sans parler de sédentaires, même des gens actifs, sportifs, mais lambda, qui mettraient des mois et des mois. Ok. Chez les sportifs de niveau, ça va être très rapide. Mais ils ont tout un staff autour. Je me souviens plus du nom, c'était un gymnaste qui s'était fait une fracture ouverte, je sais plus. Bien sûr, et en plus il l'a fait 2 fois et il est revenu, où il saute sur le tapis là, où on voit le tibia. Je me souviens plus de son nom, mais il est revenu, je crois, un an après. Bien sûr. Un truc de ouf. Même moins d'1 an après, mais 1 an après, il refaisait des compétitions. Ouais, et à haut niveau. Et ce qui est fou, c'est que donc tu te doutes bien qu'il a dû être accompagné parce qu'une fracture tibia ouverte, c'est impressionnant. Faut le temps de la reconstruction, squelettique, musculaire, tout autour. Et puis il y a aussi, on va en parler peut-être un peu plus précisément après, l'état d'esprit, le mindset que tu as autour de ça. Parce qu'une fois que tu sais qu'en sautant à cette hauteur, avec cet impact, ton tibia a pété, comment tu peux rattaquer le même saut 1 an ou 2 ans après en disant ouais, c'est comme ça que ça a pété quoi. Tu vois, il y a aussi le mindset, l'état d'esprit où tu te dis il faut le retravailler. Et je pense que pour les grosses blessures, ça c'est un point qui est quand même dur à bosser. Et ouais, moi, je pense que ça doit être le point le plus difficile. Tu psychotes très vite dès que tu as une t'as des appréhensions, même sur une simple tendinite. Alors que fondamentalement elle doit être guérie, dès qu'il y a la moindre petite sensation, tu psychotes et tu te mets à te dire mais et tu le vois je me suis fait cette remarque sur le dos. J'ai pas mal de personnes et dont certains des élèves que j'ai en ce moment qui par peur d'avoir mal au dos vont pas faire tel ou tel mouvement. En fait, ils se font ils se protègent alors qu'ils n'ont pas forcément une grosse douleur. Un jour peut-être une petite blessure ou un petit blocage, et puis par peur de se faire mal, ils vont bouger très doucement. Et je leur dis mais t'as mal au dos ? Non, c'est pour éviter de me faire mal. Donc tu vois, il y a aussi le blocage psychologique est très important dans les blessures, très très important. Déjà il faut savoir que le principe de douleur c'est un signal, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il faut complètement essayer d'inhiber ou essayer de retirer, ce que malheureusement on a tendance à faire. Vous avez mal, on va vous donner des médicaments pour gérer la douleur. Non, parce que la douleur justement est un signal qui va me donner pas mal d'indications lors de mon processus de récupération sur les démarches ou pas à suivre et sur l'évolution. L'évolution de cette douleur-là, elle n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que faut pas croire que parce que ça va aller de mieux en mieux, je vais avoir moins en moins de douleur. Ouais, ça peut être ondulatoire, ça peut changer, mais pour moi, une des choses qui est quand même importante, c'est effectivement si la douleur est vraiment sur une échelle très élevée, pourquoi pas dans un premier temps et notamment peut-être un petit peu au début, essayer de minimiser ces douleurs via des médicaments autres qui vont pouvoir vous être donnés par votre médecin. Mais pour moi, en fait, c'est très très important d'avoir une relation quand même avec cette douleur pour pouvoir justement gérer le processus et avoir surtout un feedback, parce que la douleur finalement c'est un feedback aussi, qui va vous être donné sur les démarches à suivre, les exercices qui fonctionnent ou pas. C'est-à-dire que souvent malheureusement le processus de gestion de la blessure, on a tendance à dire c'est comme ça, pour telle blessure est catégorisé. Ça c'est pas vrai, ça dépend des blessures, ça dépend des gens. Notamment si on prend l'exemple du dos, il y a des personnes chez qui s'étirer va avoir un aspect bénéfique et donc du coup on va plutôt proscrire cela, et chez des personnes ça va être complètement l'inverse. Donc je pense que ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est tout d'abord l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est est-ce que j'abandonne, je m'apitoie sur mon sort et là à ce moment-là je vais pas progresser. Ou est-ce que je fais tout pour pouvoir essayer déjà dans un premier temps de travailler sur les choses sur lesquelles je peux travailler, qui ne sont pas directement gênants par rapport à ma douleur ou à ma blessure, et d'essayer de faire en sorte de récupérer rapidement. Je pense que ça pour moi c'est la première étape qu'il faut déjà mettre en place. Et après, comme l'a dit Nico, ça passe par le mouvement, parce que le bouger c'est un principe de guérison indispensable. Ok, mais quel protocole... Il n'y a pas de protocole. En fait, ouais. Comment je fais ? Parce que je me suis blessée, là, j'ai une fucking tendinite, je sais pas, au long biceps. Qui je vais voir ? Comment je fais ? Alors, idéalement, trouver les bons spécialistes.
C'est pas forcément simple, mais se renseigner, essayer d'avoir un espèce de feedback avec ce spécialiste qui va être, je pense, important au-delà de sa compétence, qui est aussi importante, et que ce spécialiste aussi, je pense que c'est important, ils ne le sont pas tous, mais soit transparent vis-à-vis de la façon dont ils travaillent, et ça, ils ne le sont pas forcément tous. Aujourd'hui, transparent, c'est-à-dire qu'il explique quel process il va mettre en place pour pouvoir essayer de gérer cette blessure. Et à savoir qu'en fonction de l'individu, ce process peut être changeant. Ok. Et du coup, je vais voir un médecin du sport, je vais voir direct un ostéo, un kiné. Si c'est tendinite ou autre, ça dépend de la blessure que tu as. Mais médecin du sport, ça peut être une bonne chose, effectivement. Bien sûr. Pour démarrer. Ouais. Mais je te donnerais surtout le conseil de ne pas forcément avoir qu'un seul et le même. Bien sûr. Pour avoir plusieurs avis. Parce qu'il est arrivé plusieurs fois d'avoir un avis. La personne reste sur ça. Tiens, le médecin m'a dit ça, puis tu lui fais confiance en plus. Tu vois, le médecin, il a quand même une responsabilité, il a un rôle hyper important. Toi, tu y vas, tu fais entièrement confiance à cette personne-là. Donc, avoir plusieurs avis pour essayer de regarder s'ils disent la même chose. Si tu as 2 ou 3 avis qui sont identiques, tu sais que tu peux te fier là-dessus. Et dans ces cas-là, tu vas sur cette reconstruction-là. Maintenant, si tu vas avoir un deuxième médecin et que lui te dit une chose différente, déjà, tu as 2 avis. Donc, dans ces cas-là, tu vas en faire un troisième pour essayer de voir si tu retournes sur le premier médecin ou sur le deuxième. Tu vois, pour essayer de cibler au maximum ce que tu dois faire. Finalement, le troisième avis va permettre de confirmer ou pas l'avis d'un des 2 autres. Si on part sur quelque chose qui est complètement différent entre le premier médecin et le deuxième médecin, c'est bien d'avoir un troisième avis justement pour trancher. Ok. Et le rôle du coach dans tout ça, parce que c'est vrai que chez Intuitive Training, on a récupéré des athlètes blessés. Pour vous, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous apportez à l'athlète blessé? À quel moment vous intervenez? Alors, nous, on essaie quand même d'avoir un retour en fonction de la complexité de la blessure ou de la gravité de la blessure avec une personne compétente dans le domaine. Oui, c'est vrai que plusieurs fois, tu as eu des médecins au téléphone de certains de tes athlètes. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je demande aussi quand même un retour d'une personne, on va dire, compétente dans ce domaine-là. Par contre, nous on a aussi, de par notre expérience et de par notre vécu, des protocoles, si je peux appeler ça, mais des choses qu'on peut mettre en place, qu'on sait qui peuvent être ou pas bénéfiques, et des choses à éviter. Donc s'il y avait une démarche à suivre, la démarche que je mettrais en place dans un premier temps, qui serait la démarche initiale, ça serait d'essayer dans un premier temps de travailler autour de la blessure, tout en mobilisant quand même la zone où la personne est blessée, mais majoritairement travailler autour de la blessure. Donc si on est par exemple sur une blessure principalement sur le haut du corps, on pourrait commencer à travailler sur le bras opposé par exemple, si la blessure n'est que d'un bras, et travailler sur la partie basse du corps. Si on est sur une blessure de bas du corps, inversement, on travaillerait sur la jambe opposée par exemple, on pourrait travailler, tout en mobilisant avec des exercices, on va dire que ça soit de mobilité dans un premier temps ou d'activation, ça va dépendre du type de blessure. Et l'idée, ça serait, sachant que les blessures les plus difficiles à gérer sont celles du tronc, c'est-à-dire du milieu du corps, c'est les plus complexes à gérer, mais on peut toujours trouver une façon de gérer. Moi, j'essaye de voir dans le processus avec mon athlète quels sont ses points forts et ses points faibles. Et si jamais certains de ces points faibles peuvent être travaillés sans avoir d'impact sur la blessure, faut foncer quoi. Je fonce. Ouais, c'est clair. C'est le bon moment. Ouais, c'est presque une opportunité quoi. Ouais. Exactement, c'est une opportunité. De travailler d'autres choses qui n'ont pas été faites auparavant. Ouais. C'est une opportunité. Ouais, complètement. Et il y a un truc qui m'a un petit peu interpellée quand tu dis par exemple, t'es blessé au niveau du haut du corps, du côté gauche, donc bosser le bas du corps, et le côté droit. Ça va pas créer des déséquilibres. On pense souvent ça, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que alors ça dépend comment on bosse. Effectivement que de toute façon dans cette démarche initiale en général on va plutôt privilégier ce qu'on appelle le volume et la densité plutôt que l'intensité, donc on travaillera avec des charges plutôt légères, okay, et on fera plutôt de la répétition. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que
il n'y a pas un si grand risque de ça, de déséquilibre, à partir du moment où la phase initiale ne va pas durer non plus trop longtemps. Ce que j'appelle trop longtemps, ça serait plusieurs mois, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de votre influx nerveux, en fait, il est d'abord de manière initiale en un point. Et au niveau de l'arc réflexe, quand il va venir au niveau de votre colonne vertébrale, il va séparer de la gauche vers la droite. Ok, là ça devient complexe. Il est En fait, central. Il est central et puis il sépare. Ok. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous avez un travail qui soit unilatéral, vous avez quand même une stimulation et un influx sur le côté qui ne travaille pas. Ok. Effectivement que musculairement, vous n'allez pas avoir un développement musculaire associé parce que de toute façon ça se passe de manière locale. Par contre, au niveau de l'influx nerveux, il va y avoir quelque chose qui se passe. Ok, super intéressant. Donc ça peut être intéressant, exactement. Première fois que j'entends parler de ça. Ok. Et du coup, donc, bosser ses points faibles. Un point aussi, rassurer son élève. Parce que tu en as aussi beaucoup qui sont très inquiets et qui veulent complètement arrêter. Tu vois, qui viennent et qui disent voilà, je me suis blessé là ou du coup j'ai arrêté le sport complètement. Et voir dans quel état d'esprit il est. Et nous, en tant que coach, et aussi où on a un travail à faire, c'est le rassurer, lui dire que, comme on a dit, retravailler ses points faibles. Je trouve que ça, c'est hyper important. Si on a un conseil à donner, je pense que celui-là peut être super important. C'est rester actif et regarder quelles sont les parties du corps, les points qu'on travaille moins, parce que ça te servira forcément un peu plus tard en fait. Oui, mais ça vient de l'idée préconçue que dès que tu te blesses, il faut que tu t'arrêtes complètement. Ouais, que ce tu soit dois pas bouger. De plein de médecins, de ton entourage. Complètement. En fait, il faut bouger différemment. Ok. Si on devait donner un petit peu les choses de manière générale et globale, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne peut pas donner de protocole, parce que souvent on me dit Thomas, qu'est-ce que je dois faire ? Je dis ça dépend. Ouais, c'est individualisé. Quoi. C'est individualisé, et même individualisé, il va y avoir des changements par rapport à ce que moi j'ai prévu et à ce qui va se faire au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose qui évolue. L'être humain est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer et qui peut aussi pas répondre exactement de la même façon. Mais je dirais dans un premier temps quand même privilégier des efforts plutôt aérobiques ou un travail en une capacité aérobique pour plusieurs raisons, parce que justement ça va participer aussi. Cardiovasculaire. Ouais, alors cardio, oui. C'est par vulgarisation. Par vulgarisation, on va dire cardio, mais cardio à faible intensité et longtemps. Donc au départ, ça peut être tout simplement aussi simple que, alors en fonction bien sûr de la blessure, mais de la marche, ok. Rester actif, augmenter un tout petit peu l'intensité. Donc ça peut être selon qu'on soit blessé en haut du corps ou en bas du corps, on va choisir du vélo, du rameur, la course par exemple, si on est blessé plutôt sur le haut du corps. Donc on essaye d'adapter l'outil pour lequel on va utiliser afin de développer sa capacité cardiovasculaire. Plutôt à faible intensité pour justement favoriser les échanges au niveau de la vascularisation, comme on a parlé, pour aider au processus de vascularisation et au processus de guérison. Ensuite, privilégier le mouvement. Donc, ce qui peut être intéressant dans cette phase-là, c'est aussi même de réapprendre des bons... alors, le terme, c'est bonne posture et bon schéma moteur, c'est-à-dire les mouvements de base, flexion de hanche, flexion de genou, des poussées, des tirages, mais de réapprendre correctement ces mouvements-là, ou alors de retravailler la technique d'un mouvement. Et aussi un outil qui est fortement minimisé ou négligé, je pense, dans la phase d'entraînement généralement, mais encore plus lors de la récupération lors d'une blessure, c'est le travail de respiration. Et le travail de respiration, il est très important. Moi, pendant des années, c'est un truc que j'ai peu fait, ce qui est une réalité, que j'ai commencé à découvrir ces dernières années via des formations ou via même l'expérience. Et le travail de méditation, le travail de respiration, c'est un travail qui peut paraître passif, mais qui est en fait très actif dans le processus de récupération. Ok. J'arrive pas à appréhender. Comment la récupération peut être un... Ouais. Alors, la récupération va permettre de stimuler un système au niveau du corps. On va avoir un système ce qu'on appelle parasympathique et un système sympathique. Ouais, j'en ai entendu parler. D'accord. Et l'un des deux systèmes, avec la Whoop, tu en parles un peu, on voit. Et si tu veux, tu as un système qui va être... La Whoop, c'est notre tracker d'activité. Notre tracker d'activité. Je pense qu'on fera un podcast dessus parce qu'on trouve ça assez intéressant. Mais l'idée, c'est de voir que tu as un système qui va être plutôt responsable de tout ce qui va être récupération
et régénération. Donc ça c'est le parasympathique. Exactement. Okay. Et l'autre système qui va être plutôt responsable de tout ce qui va être actif et on envoie. Donc ça va plutôt être le système sympathique. L'idée de la respiration, c'est justement d'essayer de jouer sur le système parasympathique, aussi d'améliorer la circulation, l'oxygénation, et on sait que ça va avoir des effets positifs. L'autre effet positif, c'est la gestion du stress. Or, le stress peut avoir un effet positif ou négatif sur ta récupération. Okay. Donc tu vois comme quoi la boucle est bouclée. Okay. Donc c'est très négligé, mais c'est super intéressant. Et après, si on rentre encore plus dans les détails, je vous ai dit, on sait que ce qui est important, c'est la cicatrisation. Or, on s'est rendu compte qu'il y avait des processus, sans trop rentrer dans les détails, qui se situent au niveau de votre moelle épinière et autres, qui sont des cellules sous processus de récupération. Et le fait de travailler la respiration va avoir un impact positif là-dessus. Ok. Sans trop rentrer dans les détails. Du coup, c'est quoi? Enfin, tu chopes une appli de respiration. Alors, ça peut être. Ouais. Comment s'appelle déjà le. Bon, t'en as. Il y en a plusieurs. Hein. Non, mais plusieurs. oui, le système de respiration. Ah, tu as la cohérence cardiaque? Oui, merci. Oui, travail de cohérence cardiaque, bien sûr. Ouais, tout simplement. Après, il y a plein de choses. C'est-à-dire, ça peut être un travail de cohérence cardiaque, ça peut être de la respiration plutôt de type ventrale, claviculaire. On peut aussi tout simplement faire des exercices de respiration plus actifs que passifs, parce que vous allez avoir différents types d'exercices de respiration. Ça peut être aussi d'intégrer ces exercices de respiration lors de mes exercices, lors de ma récupération, entre mes séries, par exemple, dans ma séance, afin de gagner du temps. Donc l'idée, c'est de trouver des moments, que ça soit dans la séance, en dehors de la séance, d'essayer de mettre un petit peu partout, de distiller et de disperser un petit peu partout ces exercices de respiration. Et comme on en a parlé et Nico a commencé à l'évoquer, il faut que vous sachiez que déjà, pour moi, ce qui est important, c'est que la récupération ou la gestion des blessures, c'est entièrement de votre responsabilité. Peu importe par qui vous êtes suivi, peu importe si vous êtes suivi par un coach ou si vous êtes suivi par des spécialistes ou les deux, à un moment donné, moi il y a plein de protocoles que je mets en place ou que Nico va pouvoir mettre en place ou que les gens avec qui on travaille en partenariat, ostéo, kinéo, vont pouvoir mettre en place. Mais si la personne ne les fait pas, ça avancera pas. Donc il y a vraiment une discipline à avoir dans ce processus de récupération. Ou alors le coach a trouvé un moyen de rendre son athlète discipliné vis-à-vis de ça. Ça va pas se faire tout seul. Ok. Une fois que tu prends conscience de ça, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta démarche. Tu vois, il y a aussi ça. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais, dès que ça commence à aller mieux, parce que ça fait un moment, tu vois, ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois que t'as pas poussé ou que t'es frustré parce que tu veux pas faire ce que tu as envie de faire. Et du coup, dès que ça va un peu mieux, tu vois que tu peux soulever, hop, tu retournes. Et c'est là où, généralement, la blessure, elle te rattrape, en fait. Okay. Tu vois, quelques mois après ou 1 ou 2 ans après, ça peut prendre du temps. Hein. La blessure revient et en fait, tu repars mais sur un protocole qui va être encore plus long. Donc vraiment aller jusqu'au bout de la récupération de sa blessure pour qu'elle soit presque définitive, tu vois. Et que justement, avec le travail que tu as fait à côté, que ce soit de posture, de respiration, tu te sois amélioré sur tes points faibles, du coup tu reviens un peu plus fort aussi. Okay. Tu vois, avec une blessure bien gérée, plus des points faibles, hop, qui montent d'un niveau. Bon, normalement, tu reviens de ça encore un peu plus puissant, quoi. Tu reviens plus rapidement. Ouais, complètement. Okay. C'est pas du tout une perte de temps, quoi. Et tout à l'heure, vous avez dit que donc la pire blessure, c'est celle qui touche le noyau, donc le centre du corps. Le centre du corps. C'est un peu ce qui t'arrive là, Tom. Ouais, en ce moment, c'est ce que j'ai. Ouais, tu peux en parler un petit peu, peut-être. Ouais, bien sûr. Bon, sans trop rentrer dans les détails, il y a une blessure que j'ai eue il y a presque 1 an, voire un peu plus d'1 an. Lors d'un entraînement qui on pense aujourd'hui alors qu'on n'est pas encore sûr, mais bon, peu importe, parce que voilà, même les cordonniers sont pas forcément tout le temps les plus mal chaussés, mais même en étant entouré de pas mal de spécialistes et de gens vraiment compétents dans le domaine, il y a toujours un risque. Un risque et toujours du doute et toujours un travail d'essai et d'erreur. Mais en gros, apparition d'une hernie discale qui aujourd'hui, il y a quelques jours, suite à des changements dans mon entraînement, à certaines choses qui n'ont peut-être pas été traitées en amont ou suffisamment consolidées, comme l'a dit Nico lors de la phase
La phase la plus importante, c'est la dernière phase. S'il y avait 3 phases, ça serait la phase initiale, dont on a parlé tout à l'heure, qui est justement sur la récupération. Okay, la phase initiale, ce serait la phase où justement on essaye d'avoir une faible intensité, de travailler autour de la blessure, de mobiliser quand même l'endroit qui est blessé, d'essayer d'incorporer du travail plutôt cardio, travail de mouvement, travail technique et de respiration. La phase ensuite intermédiaire, ça serait d'intercaler un travail de phase initiale, avec du travail avec un tout petit peu plus d'intensité. On commence peut-être à revenir vers des charges, on réintègre certains exercices qu'on avait abandonnés, pour voir comment ça donne. Et donc là sur la zone qui est blessée. Exactement, sur la zone qui est blessée, ouais. Et une fois sur 2, on intercale avec les séances plutôt de la phase initiale et ces nouvelles séances de phase intermédiaire. Et ensuite, il y a la dernière phase, la phase finale, qui souvent correspond à 10 à 20% de la phase finale de la récupération, qui serait la phase de consolidation, qui est pour moi la plus compliquée à gérer en réalité. La plus compliquée, c'est cette dernière phase, parce qu'il y a de la frustration qui naît. Ouais. Et l'envie de vouloir retourner fort et dur. Et souvent, on est bien, souvent dans cette phase, parce qu'on a déjà fait au moins 80 voire 90% du chemin. Et on a tendance à aussi complètement oublier les exercices qui ont été mis en place, ou justement à faire des choses peut-être trop fort, trop vite. Et cette phase de consolidation, pour ma part, je ne l'ai pas assez bien respectée. J'ai recommencé, il s'est passé plus d'1 an. Et c'est quoi cette phase de consolidation ? Qu'est-ce que tu fais pendant cette phase de consolidation ? Ça dépend. Ok, classique. Non, mais ça dépend. Ça va dépendre de la blessure, ça va dépendre sur d'où. Le principe, c'est en gros... Sur le principe, l'idée, c'est de continuer à réintégrer de plus en plus des exercices qui étaient des exercices qui ont pu blesser la personne ou qui pouvaient faire mal. D'augmenter l'intensité de ces exercices qu'on réintègre et de revenir sur un entraînement presque à la normale ou complètement normal. Et cette problématique aussi de revenir sur un entraînement presque à la normale, c'est qu'il est possible qu'en fonction de votre profil et en fonction des blessures, qu'il y a certains exercices que vous avez mis en place lors de la phase initiale ou lors de la phase intermédiaire qu'il va falloir garder finalement en fait tout au long de votre parcours de sportif. C'est-à-dire que peut-être que votre façon de s'entraîner, même en revenant à une normalité, ne sera pas exactement la même façon dont vous vous entraîniez avant d'avoir la blessure. Ça, il faut le savoir. Donc la phase finale consiste entre guillemets à accepter vraiment de réintroduire progressivement les exercices potentiellement sur lesquels tu t'es blessé. Bien sûr. Donc cette phase finale, c'est finalement cette progression et respecter cette progression tout en continuant entre guillemets le protocole, les exercices que tu as introduits suite à cette blessure. Et c'est souvent ça finalement qui n'est pas respecté. C'est-à-dire que soit on brûle un peu les étapes, on remonte trop fort sur nos exos qui nous ont blessés et on oublie complètement les exos de rééducation. C'est ça, si je puis dire. Et la première phase, deuxième phase, on la suit parce que comme la douleur est là, t'as pas le choix de le faire en fait. Si tu veux bouger, en fait, la douleur fait que voilà, tu le fais. Alors que la troisième, comme la douleur a disparu, tout de suite tu vois un échappatoire en fait. Et c'est là où est l'erreur. Et je pense que le meilleur moyen de garder ces exercices de la phase numéro 1, voire numéro 2, de les intégrer dans un entraînement, ça peut être l'échauffement. Et nous, chez Intuitif, je sais que l'échauffement, on met vraiment un point très important là-dessus. Ouais, c'est un vrai bloc. C'est un vrai bloc de travail qui te permet de préparer ton corps. Si tu n'as rien, ça permet de préparer ton corps dans sa globalité, tu vois, pour l'entraînement. Mais si en plus tu as eu des blessures, ça permet d'avoir un échauffement qui soit d'autant plus spécifique et d'intégrer ces mouvements, tu vois, à la préparation d'un lift, d'une course, de ce que tu veux. Tu vois, mais au moins ton corps et ton cerveau sont connectés à cet endroit-là et tu auras une meilleure connexion avec cette partie qui a été un peu fragilisée. Tu vois ? Exactement comme tu dis, Nico. Et en fait, le problème aussi, c'est que on a tendance en fait à voir les choses comme blanc et noir. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre en compte que les exercices qui nous ont aidés à nous rééduquer ou nous réhabiliter sont des exercices de réhabilitation. Mais en fait, ces exercices peuvent devenir en fait à long terme ce qu'on appelle des exercices prophylactiques, c'est-à-dire des exercices pour justement éviter les blessures. Donc certains de ces exercices, on va peut-être les garder, voire même certainement les garder, quitte à les modifier. Et on peut les rendre plus intenses, c'est-à-dire ces exercices-là, on peut aussi les charger, les rendre plus compliqués, plus difficiles. Donc c'est pas parce que ça paraît être des petits exercices, et encore ça on pourra en discuter,
que ces exercices qui vont servir à rien du tout. Et que c'est pas parce qu'ils ont servi à un moment donné qu'il faut s'en débarrasser complètement. Donc ça, et c'est pour ça que certainement et souvent, la façon dont vous allez vous entraîner après va être modifiée. Pas totalement, mais elle sera modifiée. Il faut en avoir conscience. Ok, hyper intéressant. Mais ça vous empêchera pas de repartir fort comme avant. Ça, c'est pas du tout un problème ou une fin en soi. Aujourd'hui, là, par exemple, si je prends mon cas personnel, ça fait vraiment 2-3 jours que je suis bloqué, c'est-à-dire impossible de me lever, à part là depuis quelques heures, ce qui tombe bien pour le podcast, parce que au moins je peux être assis. Voilà, mais effectivement que les premiers jours, comme beaucoup de personnes, c'est la fin du monde, c'est la blessure qu'on n'a jamais eue et qui sera la pire et on s'en remettra jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu! Ça c'est normal, ça c'est un principe humain tout à fait normal. Par contre, voilà, maintenant c'est comment je peux saisir cette opportunité pour renforcer mes points faibles, pour travailler différemment et pour pas que ça se reproduise. Et donc du coup, là c'est ce que je suis en train de faire dans les prochains jours, une fois que la douleur très aiguë est passée et une fois que j'ai aussi l'envie, bien sûr, ça c'est important aussi mine de rien, mais j'ai conscience que personne ne pourra faire ce travail à ma place. Et donc là, c'est entre guillemets la pire des blessures parce que ça touche ton noyau, la sangle abdominale, le dos, enfin tout le centre du corps. Comment tu peux gérer ce type de blessure-là, qui est quand même ultra handicapante? Là, tu peux difficilement bosser le haut, tu peux difficilement bosser le bas, tu peux pas bosser le corps du tout. Comment tu fais, quoi? Déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer de pouvoir remarcher et bouger avec le moins de douleur possible. Et ensuite de commencer progressivement à mobiliser la zone en essayant de gérer les amplitudes de mouvement qui me permettent de bouger avec le moins de douleur ou peu de douleur et d'essayer d'utiliser des outils que ça soit élastiques, barres ou même certains ergos. Là dans les jours qui arrivent, je vais voir quels sont les ergos que je peux faire qui me permettent de bouger pour pouvoir quand même avoir ce principe d'activation cardiovasculaire. Les ergos, c'est les... Ah oui, excusez-moi. C'est tout ce qui va être, on va dire, vélo, rameur. Voilà, donc... Ski erg, parce que je me souviens, donc il y a une grosse année, quand tu avais commencé, tu t'étais fait mal au dos. Je me souviens de... J'ai adapté tout mon entraînement. Voilà, je te voyais, tu faisais du ski erg assis sur un banc. Je t'ai vu faire du snatch à genoux. Ouais. Pour couper les angles en fait. Ça permet de en fait, je réduisais le but c'était de réduire les degrés de liberté du corps pour faire en sorte que ça soit le plus stable et le plus fixe possible. Que contrairement à ce qu'on fait où on essaye de mettre en jeu souvent le corps dans tous les sens en stabilité, moi j'essaie de créer le plus de stabilité possible pour pouvoir continuer justement à bouger. Donc effectivement, c'était les adaptations que j'ai fait. Je suis même allé à un moment donné pour pouvoir, parce qu'au départ je pouvais vraiment pas bouger du tout. Donc une des seules choses que je pouvais faire c'était le vélo à bras, parce que je pouvais même pas faire de vélo en fait. Et là pareil je peux pas parce qu'en fait ça crée trop de compression. Et comme j'avais pas de vélo à bras, j'ai pris le vélo que j'ai basculé et j'ai enlevé la selle et j'ai travaillé avec les bras. Je sais pas si tu te rappelles. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, après c'est sûr que pour moi c'est un petit peu plus simple parce que comme on en parlait sur le podcast de l'adaptation, ça demande un peu de créativité. Mais il y a toujours légère créativité. Franchement, non. Il y a toujours des façons. Faut pas avoir honte non plus. Faut pas avoir honte. Après on prend un mec chelou. Mais lui les coachs, ah ouais d'accord. C'est pour ça que y a un problème. C'est pour ça que honnêtement, ce que j'engage les gens à faire dans un premier temps, c'est se rapprocher de gens compétents dans le domaine, si on est complètement submergé par les émotions et comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir le faire. Et aussi la relation qu'on va pouvoir créer avec cette personne, parce qu'au final, comme je dis, que ça soit un coach, et encore un coach, on a beaucoup plus de contact en live avec un coach qu'on pourrait l'avoir avec un kiné ou un ostéo, où ça va être un petit peu plus étalé dans le temps, les contacts qu'on pourrait avoir. Mais le suivi est très important dans cette phase de récupération et dans cette phase de gestion de la blessure. Mais effectivement, pour en revenir au cas concret, l'idée c'est bouger, essayer de pouvoir trouver des façons de bouger avec le moins de douleur, voire pas de douleur. Parce que tu as été super curieux aussi quand même dans ta première blessure. Exactement. Moi, ma première blessure m'a apporté énormément en tant que coach, parce que la chance que j'ai eue,
Et aujourd'hui, avec le recul, je sais pas si c'est vraiment une chance parce que chaque blessure qu'on pourrait avoir, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'individu ou qu'athlète, va nous apporter, normalement, si on est curieux et si on s'apitoie pas sur son sort, de l'expérience et de la connaissance dans certains domaines. Et moi, à cette époque-là, du coup, je me suis vraiment un peu plus posé sur tout ce qui va être cette partie-là, prophylaxie, gestion des blessures, et me dire, ok, c'est cool, comment on fait, quoi, qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Et bien sûr que ça m'a aussi amené à revoir différemment mon entraînement, et ça m'a apporté pas mal de choses finalement. Donc c'est aussi transformer le négatif en positif. Ouais. Et pour en revenir à quelque chose qui est assez intéressant, que je n'ai pas fait la première fois parce que j'ai réussi à passer au travers, mais par exemple il y a quelque chose dans lequel je suis vraiment pas bon, c'est la natation. Or aujourd'hui, ça serait probablement, avec ce que j'ai aujourd'hui, la seule solution pour pouvoir continuer à mobiliser mon corps dans un domaine, on va dire, cardiovasculaire, avec le moins d'impact possible au niveau justement de cette zone-là. Et je pense que malheureusement on verra, peut-être que je vais encore m'en sortir cette fois-ci et y passer cette fois-ci, mais c'est ce que je m'étais dit la première fois. Mais la première fois c'était pas aussi douloureux que ça allait aujourd'hui, parce que c'était pas exactement la même chose. La première fois on était plutôt sur une lombalgie, aujourd'hui c'est plutôt une sciatalgie, donc c'est plutôt sciatique. Vous voyez pas, mais Nico il se fout de ma gueule, il dit mais jamais tu vas voir à l'eau. Mais je sais que je coule dans l'eau mon gars. Alors, je coule, c'est pas ma faute si je coule, bordel. C'est ton bas du corps qui va couler déjà, parce qu'avec tes ischios tu vas tomber direct au fond de la piscine. Putain. Mais en fait je te vois déjà me dire après à nager 2-3 mois, écoute mec, tu sais quoi, je vais m'inscrire dans une course. Ah ouais, je vais faire 30 bornes en natation parce que voilà ça me fait mal. Je vais faire la natation, vas-y, je vais me faire la manche, vas-y, je suis en Angleterre, je suis grave chaud et voilà, et tu vas te dégoter je sais pas quoi, des crampes et en fait je le vois tellement, tu vois, me dire ça, si genre tu sais quoi, vas-y, cette course là, non mec, elle est ouf, vas-y, je vais la faire et tu vas voir, tu vas partir sur 30 km de nage. Pourquoi pas, c'est ça aussi l'exploration. Pour un autre podcast sur comment gérer sa blessure. Affaire à suivre. Même dans l'eau, j'y arrive. Putain, affaire à suivre, on verra. Ok, moi j'adore ce podcast, super intéressant. Est-ce que je sais pas à combien de temps on est de blabla là, mais est-ce que vous voulez dire un truc pour conclure peut-être cet épisode ? Ouais, j'avais quelques points aussi en tête. C'était le matériel qu'on peut utiliser. Ok. Parce qu'aujourd'hui, alors on est 2021, il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont sorties au niveau du matos. On n'est plus à l'âge de nos parents ou nos grands-parents. On a quand même du matériel à disposition, que ce soit rouleau de massage, les élastiques, les complexes, c'est les électrocardiogrammes et autres que tu peux avoir. Les électrodes. Les électrodes, exactement. Les pistolets maintenant Les pistolets massants, tu vois, Theragun, je pense Theragun, mais voilà, on a pas mal de matériel à notre disposition pour pouvoir commencer un processus de guérison avec un minimum de connaissances. Tu vois, il suffit pas juste de prendre son matos et puis de se masser le corps. Il faut quand même se renseigner un petit peu à savoir comment ça fonctionne, mais si avec ça tu rajoutes kiné, ostéo et le médecin, le bon médecin à tes côtés, ton processus de guérison est quand même normalement beaucoup plus rapide. Et puis ça, c'est des choses que tu achètes une fois et puis après que tu peux garder. Et que tu utilises après dans ta routine. Voilà, dès que tu sens que tu as un petit point qui arrive. Même au niveau récupération, là, moi j'ai un Theragun, je ça aide, tu vois, ça aide vachement après les grosses séances. Donc ça, je trouve que ça peut être pas mal, tu vois, de s'équiper. Alors, pas besoin d'avoir non plus une trousse entière, mais voilà, avoir peut-être un ou de ces deux outils chez soi, si on est un pratiquant assez régulier, parce que ça permet de petite prévision, tu vois, au niveau des blessures, et puis ça peut agir assez instantanément. Donc voilà, ce serait un petit conseil qui est accessible à tout le monde, quoi. Je prends. Tu vois. Ouais, pour revenir sur ce qu'a dit Nico, et il a très justement dit aussi à un moment donné, c'est que donc, tout ce matériel-là et tout aussi l'accès, on va dire, aux spécialistes qui étaient, il y a encore pas si longtemps, réservés à l'élite des sportifs, est un petit peu plus accessible maintenant. Donc ça, c'est quand même une chance. C'est vrai qu'il faut se renseigner parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui fonctionne. Mais en réalité, c'est une somme de choses qui va être efficace et qui va fonctionner. Et un suivi aussi approprié et correct.
Mais n'oubliez pas que l'outil principal quand même dans cette processus de récupération, et je sais que je vais être assez redondant, mais je veux vraiment que ça se marque dans votre tête, ça reste vous en fait. Donc vous êtes quand même l'outil principal et l'acteur principal de ce processus de récupération. Donc comme moi j'ai pu le faire à un moment donné, pas jusqu'au bout, pas suffisamment à fond, et j'en paye un petit peu les pots cassés entre guillemets aujourd'hui, mais c'est pas grave, aucune animosité, c'est que partie remise. Allez jusqu'au bout dans votre processus, essayez d'y aller avec le meilleur mindset, et vous verrez que même des choses que vous aimez pas à la base, vous allez peut-être apprendre à les aimer, et surtout vous allez vivre une expérience qui va vous permettre peut-être, et certainement j'en suis sûr, de vous donner une connaissance supplémentaire pour la suite. Et de se découvrir une nouvelle passion pour la natation. Ou le vélo. Ou le vélo, ouais. Merci les garçons. Merci à toi. De rien, avec plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses. Moi j'ai kiffé en tout cas. Ouais, tant mieux. J'adore. C'était une super idée de lancer des podcasts. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je vais ressortir de là hyper formée, putain. À très vite. À très vite. À très vite. Salut. Allez, ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite.